Bonjour à tous. Donc, je suis Franck Mazéas, responsable du pôle risque naturel NADL Guadeloupe. Donc, je vais vous présenter un petit peu la politique de l'État au niveau des risques, avec un focus sur le littoral et donc les leviers, les moyens que nous avons à notre disposition pour pouvoir essayer de régler les problématiques parfois tendues qui se posent sur la partie littorale. Donc, je vais essayer de respecter le temps dans la mesure du possible. On va donc évoquer rapidement les PPRN, qui sont les plans de prévention des risques naturels. Yoann en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, donc je vais rentrer un peu dans le détail avec donc à quoi ils servent, quels sont donc leur rôle et objectifs, et puis le bilan sur ces PPR aujourd'hui en Guadeloupe. Ensuite, on fera un focus littoral pour aborder la menace grave sur les vies humaines et donc l'outil financier principal qui est à la base de le pilier de la politique des risques au niveau de l'État, qui est le FPRNM, le Fonds pour la prévention des risques naturels majeurs, qu'on appelle aussi Fonds Barnier. Alors les PPR, qu'est-ce que c'est exactement? Je pense que maintenant tout le monde a entendu parler de cet outil. Ça signifie plan de prévention des risques naturels. Je ne sais pas pourquoi ça fait du bleu là. Donc ces documents, en fait, ces plans existent ont été créés en février 1995 par Michel Barnier. Idem, on appelle le fonds Barnier, comme je disais tout à l'heure, le FPRNM, c'est donc la même personne, Michel Barnier, qui aujourd'hui est encore actif puisqu'il s'occupe, je crois, de la politique, les enjeux du Brexit et donc la négociation avec l'Angleterre. Bref, revenons sur ce plan-là qui a été créé par donc, la loi Barnier de 95. En fait, si on regarde un petit peu, les PPR, ou en tout cas les documents de ce type existent bien avant. Ce n'est pas depuis 95 qu'ils existent, même si tout le monde s'imagine que ça a commencé à cette époque-là. Ça date des années 30, des années 35, où il y avait déjà des documents qui existaient, qui étaient des plans de surface submersible et qui en prenaient en fait uniquement le compte de la partie inondation. Bon, c'était pour la petite anecdote historique, pour vous montrer qu'on n'a pas attendu 95, en tout cas la France, pour pouvoir s'intéresser à ces problèmes-là. Mais 95 a été quand même le moment clé où on a mis en place des documents assez précis avec des documents à respecter qui sont au nombre de 3, parce qu'un PPR est composé de 3 documents, qui sont d'abord un rapport de présentation qui expose les études entreprises, les résultats, les justifications des délimitations des zones et des réglementations qui sont inscrites dans le règlement. Le plan de zonage qui, lui, est un croisement des aléas, on va revenir juste après, avec la fréquence, l'intensité des phénomènes et des enjeux, qui identifie donc des zones constructibles ou inconstructibles sous réserve d'aménagements particuliers à mettre en place. Et puis un règlement qui décrit justement toutes les contraintes constructives et l'urbanisme à respecter pour chaque zone. Donc en fait, ce document, c'est quand même la clé de voûte de la prévention et de la prise en compte des risques naturels au niveau de chaque département, de chaque commune, pour être même plus précis, puisque chaque commune doit en avoir un. C'est une obligation, ça vise donc à avoir une meilleure connaissance des risques, comme je vous l'ai dit. Ça s'impose à tous, que ce soit les particuliers, les collectivités, l'État, quelles que soient les constructions, les projets d'aménagement. Et très important, ça vaut servitude d'utilité publique. Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme? Ça veut dire que dans le cadre du plan local d'urbanisme, les PLU, que les communes ont l'obligation de faire, le PPRN doit s'adosser à ce PLU et donc doit s'annexer à ce document, je vais y arriver, et est opposable au tiers, donc doit donc être respecté, donc une vraie valeur réglementaire. Alors, quand on dit PPRN, vous avez peut-être déjà entendu, on va rentrer un peu dans le détail, mais vous avez déjà entendu probablement différents autres termes qui sont PPRS, PPRI, PPRL. Voilà. Alors, en Guadeloupe, nous avons la malchance d'avoir tous les risques, sauf les avalanches. Donc, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de départements de l'Hexagone ou de communes de l'Hexagone. Donc, dans la mesure où il y a beaucoup de risques, faire un plan par risque, ça serait assez compliqué, puisqu'après, il faut bien arriver à les superposer, puisque parfois, on a un risque faible pour un aléa,
pour, par exemple, le terrain et fort pour un autre. Donc, il faut arriver à faire un document multirisque. Donc, on a été dans les premiers, quand je dis on, je ne m'inclus pas dedans, je suis arrivé en 2007 sur ce poste, mais les documents ont déjà été faits avant, même si on va les réviser maintenant. Ces documents, le choix a été fait de faire des PPRN multirisques, donc d'insérer tous les risques dans un même document pour faciliter les choses. Ce qui n'était pas évident au départ et ce qui maintenant est devenu, on va dire, presque fortement conseillé par notre ministère auprès de toutes les autres communes de l'Hexagone et de l'Outre-mer. Alors, c'est quoi la situation en Guadeloupe concernant les... Bon, ça s'affiche. Donc, en 2012, toutes les communes de Guadeloupe, les 32 communes, disposaient d'un PPRN approuvé. Approuvé, ça veut dire signé, officialisé et donc adossé, comme je disais tout à l'heure, au plan local d'urbanisme. En 2014, cette première génération de PPRN a été évaluée. Donc, il y a eu des enquêtes qui ont été mises en place dans toutes les communes de la Guadeloupe. L'objectif, c'était d'analyser l'efficience, tout ce qui était atout et faiblesse de ces documents, puisque lorsqu'on fait une première version de document officiel, il peut toujours y avoir quelques petits bugs, quelques petites améliorations. Donc, il y a eu cette évaluation qui a été faite avec l'envoi d'un questionnaire accompagné d'auditions par des représentants d'un bureau d'études, la DEAL étant à l'origine et la création, on va dire, avec évidemment la concertation du public et des maires de ces PPR, n'était pas présente volontairement pour que tout le monde puisse s'exprimer librement. Et donc, ces enquêtes et on va dire, ces échanges qui ont pu avoir lieu ont permis d'avoir donc un bon retour de la part des communes et de voir comment on pouvait améliorer la phase 2, qui est la révision, qui devait être lancée quelques années plus tard. Donc en 2016, fort de ces résultats d'enquête, il y a eu les lancements d'appels d'offres concernant tous les aléas. Je vais revenir après à chacun des aléas rapidement. En 2019, il y avait un PPR qui avait été déjà commencé à être revu et qui a abouti, celui de Petit-Bourg. Donc, c'est le premier PPRN révisé. Donc, 32 moins 1, 31. Il reste aujourd'hui 31 communes à réviser sur un PPR. Mais je vous rappelle quand même que la Guadeloupe, toutes les communes disposent d'un PPR, ce qui n'est pas le cas encore dans toutes les communes de l'Hexagone. Donc, on a au moins cet outil-là aujourd'hui qui est officialisé et qui est approuvé. Donc, plus récemment, en 2020, on a donc lancé une étude avec le BRGM, qui vous l'a expliqué tout à l'heure sur la submersion, une étude sur cet aléa particulier. Et tous les autres aléas ont vu quasiment le traitement global de leur approche finalisée. Il ne reste plus donc la submersion. Pourquoi 2020? Pourquoi pas en même temps que les autres? Tout simplement parce que la submersion, à l'époque, il y avait moins de maîtrise, on va dire, et de connaissance du phénomène. Et puis, il y a eu des textes entre-temps. C'est toujours la difficulté on révise un document et puis, en fait, entre-temps, il y a des nouveaux textes qui arrivent. Donc, il y a eu un décret PPRI de 2019 qui imposait différentes prises en compte, notamment les pieds de pilote, un peu comme on dit en langage maritime, pour pouvoir augmenter un petit peu la hauteur de prise en compte face au changement global du climat. Et donc, il a fallu s'adapter et prendre ça en compte. Nous travaillons donc là-dessus avec c'est le BRGM qui travaille pour nous là-dessus, sur la partie submersion. Et en 2021, donc cette année, a priori en octobre, on va commencer donc la prescription pour 7 communes qui sont Abîme, Morne-à-l'Eau, Gosier, Sainte-Anne, Pointe-à-Pitre, Moule et Baie-Mahault. Pourquoi cette commune? Il y a donc priorité, je vais aborder ça juste un petit peu après. Mais à suivre cette commune vont arriver toutes les autres communes. On va faire un décalage de 6 mois parce qu'il n'est pas possible de lancer 31 communes. Ça fait énormément de réunions, à peu près 5 ou 6 réunions par commune sur un laps de temps assez court. Pour l'instant, j'ai 2 agents qui s'occupent de ça. Donc, vous voyez, 6 fois 30, ça fait 180 réunions. C'est matériellement très compliqué. Mais il y aura un petit décalage de 6 à 7 mois pour démarrer les autres communes. On va revenir juste après. Je reviens sur le mot prescription. Tout à l'heure, j'ai parlé d'approbation. Ça veut dire quoi? La prescription, c'est un document officiel signé par le préfet qui dit on lance à partir d'aujourd'hui la révision, la mise en place ou la création, c'est pareil pour la création quand il n'y en a pas, d'un PPRN sur telle commune. À partir de ce moment-là, on a 3 ans. On peut pousser un petit peu d'un an. On a la possibilité de pousser d'1 an après pour aller jusqu'au bout. Et dans cette période de temps, on doit aller jusqu'à l'approbation. 3 ans, ça peut être long, mais en fait, c'est assez court. Pourquoi? Parce qu'il faut faire tous les aléas
Sauf que là, on a déjà bien avancé, donc on va pouvoir gagner du temps. Mais il faut faire des réunions de présentation avec le maire. Il y a toute une partie que je vais évoquer par un graphique plus simple tout à l'heure, qui prend énormément de temps. Il y a des retours, il y a des enquêtes publiques, voilà. Et puis, on avait prévu de faire ça un petit peu avant, sauf que la situation sanitaire complique fortement l'enquête publique et les consultations. Et le but, c'est que tout le monde soit un petit peu au courant et surtout participe à l'élaboration de ce document de PPRN. Qu'est-ce que c'est quand même un PPRN? Pour quelques rappels, Yoann l'a un petit peu dit tout à l'heure dans sa présentation, donc je fais vite. Dans un PPR, il faut d'abord caractériser un aléa. Un aléa, c'est quoi? C'est la possibilité, c'est l'occurrence qu'un événement naturel arrive, mais pas une simple pluie, un événement naturel de forte intensité qui aura des conséquences. Donc, on caractérise cet aléa, à savoir sa nature, son intensité, sa cinétique, c'est-à-dire sa vitesse, son déroulement, la fréquence, sa probabilité, donc son occurrence, si vous voulez, c'est un petit peu la même chose. Et ensuite, on va travailler parallèlement à ça sur les enjeux. Donc, quelles sont les personnes, le bâti présent, les aménagements en vue, le patrimoine, les équipements collectifs, qu'ils soient déjà présents ou qu'ils soient envisagés dans le cadre d'aménagement. Et c'est des deux paramètres qui vont caractériser le risque. Ça veut dire quoi? L'aléa, donc voici un petit... Ah, on ne voit pas là. C'est pas moi qui passe les diapos. Excusez-moi, voilà. Donc l'aléa, voilà. Donc là, vous avez un débordement de cours d'eau. La possibilité que ça arrive, donc ça peut être un événement centenal, décennal. Ça fait partie des probabilités. Donc ça, on étudie ça, on fait des cartographies avec des fichiers SIG, donc à travers des bureaux d'études, où le BRGM aussi nous aide sur différents types d'aléas. Ça, c'est la définition de l'aléa. OK, donc on voit un débordement. Ensuite, je me trompe toujours de... Voilà. Les enjeux, c'est la présence d'un centre-bourg, d'une zone urbanisée, ou pas. Ça peut être des terrains agricoles sur un côté, ou des terrains tout simplement naturels. On peut avoir, donc, vous voyez, des zones agricoles ou forestières, donc là, les enjeux sont beaucoup plus faibles. Zones d'activité, d'équipement public, donc là, l'enjeu est quand même assez important. Zone urbanisée, l'enjeu aussi est important. Donc, un risque, au final, qui permet de faire ce document de plan de prévention des risques naturels, c'est le croisement des deux. D'accord? Donc, voilà, le risque, c'est... Alors, en fait, ce n'est pas aléa plus enjeu, c'est aléa fois enjeu. Évidemment, ce n'est pas une simple multiplication mathématique, mais quand je dis croisement, c'est bien le mot, il est bien. On n'additionne pas l'un et l'autre, on croise les uns avec les autres. Et là, on arrive, donc, avec ce croisement, à la définition du risque. Donc, il faut bien comprendre ça. Souvent, on parle de risque en parlant d'aléa, parfois on parle d'aléa en parlant de risque. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'était un petit peu préciser la sémantique. Alors, tout à l'heure, on va passer à la diapo suivante. Je vous disais un petit peu les processus d'élaboration d'un plan de prévention des risques. Je vais relever un petit peu, peut-être. Donc, comment se passe alors, c'est des étapes très simplifiées, hein, je vous le disais tout à l'heure. D'abord, on commence par une prescription, c'est le T0, donc c'est tout simplement un arrêté préfectoral qui dit « Ok, on commence la prescription, on commence la révision ou la création du PPR de telle commune ». À partir de là, on lance l'étude technique qui sont donc toutes les cartes d'aléas, toutes les cartes d'enjeux, avec les cartes de zonage réglementaire, un règlement aussi qui permet de dire on peut pas faire telle ou telle chose. Et tout ça dans un cadre de concertation. Tout ça, ça se fait d'abord dans la première étape, si vous voulez. On va commencer par présenter à la mairie, aux élus, ce qu'est ça un PPR, pourquoi on le révise, où on en est. Et donc, ces procédures-là, on présente. Ensuite, on travaille sur ces documents-là. Et quand on les a, on va aussi les présenter, montrer les résultats et échanger avec le maire de la commune sur tous les enjeux, notamment par rapport à ce qu'il peut nous annoncer sur... Alors, par exemple, on peut avoir tout le bâti déjà présent sur une carte. On a exactement la densité et l'urbanisme en cours, l'urbanisation en cours, mais les aménagements futurs ou les projets d'aménagement futurs doivent être évoqués à ce moment-là, parce qu'on ne fait pas un PPRN tous les 2 ans. On en fait un, on le change tous les 7, 8, 10 ans. Ça devient un petit peu, un peu plus court si on a des données plus importantes. Mais voilà. À partir de là, quand on a fait cette zone-là, je n'ai pas la main en fait. Non. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas la main en fait, moi, sur le. C'est ce que je. Je voulais revenir sur mon schéma, mais bon, visiblement. Voilà, merci. Non. C'est juste après.
le graphique juste après, s'il vous plaît. Non, c'est avant, encore. Voilà. Voilà. Ensuite, on fait un bilan de ces concertations. On doit recueillir un avis des personnes et organismes POA, comme on appelle ça, personnes, organismes associés. Donc, c'est d'autres services de l'État, c'est différentes structures, établissements publics, collectivités et certainement aussi des comités d'agglo, pour pouvoir avoir un avis sur cette concertation. Et puis, on passe en enquête publique qui permet à tout citoyen de donner un avis par rapport à ce document. Et ensuite, quand tout ça s'est réglé, après l'enquête publique, j'ai fait un peu court, mais normalement, il y a un travail aussi de refonte éventuelle, de modification éventuelle, si toutefois on se rend compte qu'il y a eu quelques erreurs sur les cartes d'aléas, ce qui est assez rare, mais ça pourrait arriver. Et puis, par rapport à la réglementation qui est mise en place sur le croisement aléa en jeu, donc du risque, il y a ensuite donc une approbation finale par le préfet. Donc, ça a l'air simple comme ça. Enfin, 3 ans, je peux vous dire que c'est c'est quand même un petit peu la course, mais ça se fait quand même très bien. On va passer à la suivante. Alors, pourquoi est-ce qu'on révise des PPR? Tout simplement parce que la connaissance, elle change, hein. Heureusement, sinon l'exemple de la submersion est un bon exemple où c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, on avait sûrement moins de connaissances. Aujourd'hui, il y a un modèle particulièrement performant que nous a présenté le BRGM que l'on va pouvoir utiliser, qui va tenir compte de plein de domaines, de plein de connaissances, en tout cas de données historiques sur la partie houle. Et puis, les connaissances et les systèmes s'améliorant, il faut évidemment adapter les PPR. On a évidemment aussi une demande et parfois une pression importante des maires pour pouvoir modifier le PPR parce qu'ils estiment qu'il y a eu des choses qui ont été faites qui pourraient être peut-être revues. Il y a eu des discussions nouvelles à avoir, donc ça, il faut en tenir compte. Maintenant, on ne change pas l'aléa. Que ce soit clair, on peut discuter sur les enjeux et sur l'arrivée risque au final, mais l'aléa, tel qu'il est défini, c'est un fait scientifique sur lequel on peut difficilement revenir. Après, c'est le croisement avec les enjeux qui peut être discuté. Donc, l'amélioration des connaissances, les évolutions réglementaires. Je donnais tout à l'heure un exemple concernant la partie submersion avec le décret PPI de juillet 2019. Et puis, alors pour la Guadeloupe, pour faire un focus précis, il y avait une zone bleu foncé, pour ceux qui sont un petit peu spécialisés du PPR, qui était estimée comme très contraignante. Alors, c'est quoi cette de couleur? En gros, vous avez une couleur. Quand c'est tout blanc, il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a aucune contrainte réglementaire parce que l'aléa ne se présente pas à cet endroit-là. Quand ça devient bleu, c'est qu'on peut quand même faire quelques aménagements. Il n'y a pas trop de soucis, mais il y a des prescriptions. Donc, on peut faire tel ou tel aménagement en respectant les prescriptions qui sont évidemment spécifiques à l'aléa concerné. Et il y avait un bleu clair et un bleu foncé, donc on va essayer de simplifier tout ça. Et puis, on va passer ensuite au rouge, où là, on a une inconstructibilité due à un risque évidemment trop élevé, qui est lié à un aléa important et un enjeu important sur le même site, ce qui fait que le croisement des deux a une zone rouge, donc inconstructible. Inconstructible, ça ne veut pas dire qu'on va faire partir les gens qui sont déjà là, d'accord? Une zone rouge, ça veut dire qu'il ne faut pas continuer à construire dans cette zone-là. Ça veut dire qu'il faut, par contre, on peut continuer à y vivre, bien évidemment, en étant quand même assez en surveillant un petit peu ce qui peut se passer dans la zone, mais il n'y a pas de risque pour les vies humaines. C'est un autre point que j'abordais après. Par contre, on ne construit pas, on ne va pas continuer à aménager cette zone-là qui va présenter des risques importants. Donc ça, c'est quand même important à comprendre. Diapo suivante. Donc, la stratégie qui a été utilisée, qui a permis de mettre en place cette priorité de 7 communes dans un premier temps, et puis les autres qui vont suivre, elle était, vous remarquez, pour ceux qui connaissent un petit peu, que les 7 communes que j'ai citées tout à l'heure, enfin les 6 parmi les 7, c'est des communes qui appartiennent au PAPI, au plan d'action de prévention des inondations, qui sont donc les abîmes Morne-Malo, Gosier, Sainte-Anne, Pointe-à-Pitre et Moule. On a rajouté Bamao parce qu'il y a une proximité de la masse inversant. Ces communes sont situées dans un territoire à risque d'inondation, on appelle les TRI. Ça, c'est la directive d'inondation qui nous impose de faire différents documents. Je vous passe tous les termes parce qu'il y a un tas d'acronymes et ça va un peu noyer tout le monde, je vais le dire, sur la partie inondation. En tout cas, ces territoires à risque d'inondation dans lesquels sont ces communes qui ont créé un PAPI, engagé dans ce programme-là, qui est un programme de longue haleine, coûteux, mais soutenu par l'État et mis en place par les collectivités
et qui veulent donc s'engager dans un travail nécessaire pour pouvoir permettre de se protéger d'inondations qui peuvent être récurrentes sur ces zones-là. Donc, ça, c'est des cas d'improvisation, d'ailleurs définis au niveau national, hein. Et puis, les communes à enjeu fort, donc Blamao, par exemple, non pas qu'il y ait un enjeu très fort, mais c'est le même bassin versant, donc ce serait dommage de passer à côté alors qu'elle est juste à proximité immédiate des autres communes qui sont en papy. Voilà pourquoi on a priorisé et on va commencer par la prescription de ces 7 communes. Mais, parce que je sens qu'il y aura des questions là-dessus, les autres communes, on fera ensuite par paquet de 10 ou 12 pour arriver à 31. Vous vous rappelez, 32 moins Petit-Bourg, 31, moins 7, il en reste 24. Donc, on fera 2 fois 12. Ça sera dans les 6 à 8 mois à suivre la prescription des autres. Voilà. On va passer à la diapo suivante. Il n'en reste plus beaucoup. Ensuite, pour la PPR. Donc, ça a été dit par Ewen. Donc, qu'est-ce qu'on traite dans nos PPR ici en Guadeloupe? Alors, les aléas sont les suivants: inondation, mouvement de terrain et l'aléa littoral, qui pour moi ne veut rien dire, puisque le littoral est une zone géographique. Donc, ça ne peut pas être un aléa, c'est un aléa charge géographique. Ça fait sourire Ewen. L'aléa submersion marine et l'érosion littorale, donc tous les deux sont regroupés et concernent l'aléa qu'on appelle dit littoral. Ça a été bien expliqué par Ewen tout à l'heure. Bon, donc je ne vais pas y revenir. Je pense que ça parle à tout le monde. Vous avez tous malheureusement des exemples que l'on peut utiliser ici en Guadeloupe, notamment ces événements de novembre l'année dernière sur la partie inondation, qui était d'ailleurs peut-être plus du problème de ruissellement pluvial, mais enfin c'est un autre sujet. Et pour les cartes informatives, qu'est-ce que ça veut dire? Alors les 3 que j'ai mis, enfin les 4, donc submersion, érosion, mouvement de terrain, inondation, ce sont des aléas qui vont aboutir à des règlements, un plan réglementaire, un plan de zonage réglementaire. Ça qui va permettre de dire on est en zone rouge, on est en zone bleue, on est en zone sans couleur ou blanche. On a par contre d'autres événements qui sont sismiques, volcaniques et tsunamis. Là, on fait une carte informative. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus tout à fait dans la partie sismique, on n'est plus vraiment dans le prévisible. Hein. C'est difficile de dire, quasi impossible de dire quand va avoir lieu le tremblement de terre. Donc, et puis ça toucherait de toute manière toute la Guadeloupe. Quand on sait qu'on va avoir un cyclone qui va arriver, on sait qu'on va avoir des fortes houles dans les 24 ou 48 heures, et on sait sur quelle zone ça va toucher. Donc on peut prendre un petit peu d'avance en disant, bon, là, on va dégager les gens qui sont dans un endroit qui pose problème. Sur le sismique, le volcanique, plus sur le tsunami, parce que le tsunami provient parfois, même souvent, d'un événement type volcanique donc qui a été enregistré. Les heures qui suivent, ça peut être 5, 10, une quinzaine d'heures, peut-être maximum, on peut avoir un tsunami. Toujours est-il que ces 3 aléas, sismique, volcanique, tsunami, n'auront pas de conséquences réglementaires, sinon on pourrait mettre toute la Guadeloupe en zone rouge, vu qu'on est en sismicité 5. Ce sont des documents qui donc apparaissent comme une carte informative et donc joint au niveau du PPRN qui va être en cours de modification. On arrive au focus littoral. C'est la diapo suivante. Donc, il y a deux textes en fait qui nous intéressent, nous, qui sont la loi Adom, qui est longue, qui est complexe, qui est dense. Et sur la partie risque naturel, il n'y a qu'un seul article et une seule phrase qui nous parle, nous en tout cas, et qui va permettre de réagir et de travailler dans ce sens-là. C'est donc la cession de terrain à des personnes privées ne peut être effectuée lorsque la construction est exposée à un risque naturel grave et prévisible menaçant les vies humaines. Donc c'est là où est apparue cette première fois cette définition-là, en tout cas dans un texte. Alors ça va plutôt concerner l'atelier 5, hein, donc je ne vais pas trop, puis ça concerne tout à fait le travail de l'agence, donc je ne vais pas aller là-dedans. Je vais juste dire que voilà, là le risque naturel grave et prévisible est cité. Donc quand on cite ce risque-là, qui va donc au-delà du simple risque du PPR en zone rouge, comme dit tout à l'heure, il faut donc s'y intéresser et il faut donc définir et il faut arriver à savoir ce qu'on va en faire de ça. Donc, la G50, aidée par ADAL, a commandé une étude au BRGM qui a été menée sur 4 sites pilotes au niveau du littoral, hein, Pointe-Noire, Cap-Esther, Gourbert, Rivière-Sens. Il m'en manque un, je ne sais plus, peut-être des. Qui a permis justement d'essayer de cartographier cette zone de menace grave sur les vies humaines. Donc la méthodologie, il y a eu différentes versions. On est en train d'aboutir à quelque chose qui semblerait être définitif. On a encore quelques discussions à faire là-dessus. Ce travail a permis en tout cas de bien montrer qu'il y avait du boulot, que sur ces 4 zones pilotes, hein, qui ne sont pas évidemment toute la Guadeloupe, hein, mais qui sont pour l'instant des zones pilotes, on avait en effet une zone non négligeable, une cartographie, une surface non négligeable de menaces graves sur les vies humaines,
avec évidemment la présence d'habitation. Parce que la gratte urbaine, si on ne fait pas ça sur une zone de falaise, s'il n'y a personne qui habite dessus, ce n'est pas une masse grave sur les lunettes, sauf s'il y a du monde sous la falaise. En l'occurrence, sous la falaise, c'est la mer, au littoral. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, cette méthodologie a été validée, travaillée. L'ADL, la G50, on est à peu près d'accord, je pense, là-dessus. Et donc, il va falloir avancer là-dessus. Donc, quelle est maintenant la suite de ça? Diapositive suivante. On a aussi un autre document, là, qui nous concerne plus, parce que tout à l'heure, je vous parlais du fonds Barnier, c'est là qu'on le retrouve, le fonds de prévention des risques naturels majeurs, qui est le fonds sur lequel s'appuie toute la politique de l'État sur les risques naturels. C'est un fonds qui provient des assurances, tout vos contrats d'assurance RC que vous avez dans votre maison, il y a une petite part qui est prise et qui permet d'alimenter ce fonds, et ensuite qui est redistribué à chacun des départements ou des régions de l'Hexagone ou d'outre-mer pour pouvoir être utilisé. Donc un fonds important qui permet de faire plein de choses. On va juste rester aujourd'hui focus sur la partie littorale et ce qu'on peut en faire. Donc l'article 6 de la loi Letchimy, il s'est passé quoi? En fait, on s'est rendu compte, donc Letchimy, vous connaissez tous, c'est un homme politique de la Martinique. On s'est rendu compte, tout le monde savait ça déjà, mais enfin qu'il y avait un vrai problème de personnes qui étaient installées depuis des années, des familles, depuis peut-être même 50, 60, 70 ans, sur des zones qui soit étaient rouges en PPR, soit étaient menaces graves sur les vies humaines, et ces personnes-là s'étaient installées sans droit ni titre. Donc, il n'y a pas de permis de construire, et c'est construit plus ou moins, de manière plus ou moins solide. Donc, cette loi a permis de mettre en place des systèmes pour aider ces personnes-là. Et donc, on retrouve le terme une nouvelle fois, donc zone exposée à un risque naturel prévisible, laissant gravement les vies humaines. Là, vous voyez que le mot grave, il est placé avant les vies humaines, alors que tout à l'heure, il était placé sur risque naturel grave, il était placé différemment. C'est juste un petit bug qui va être corrigé par un nouveau texte qui devrait sortir cette année, je pense. Toujours est-il que ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de dire que les personnes qui sont dans cette zone-là, qu'il faut caractériser, donc, comme je l'ai dit, vont pouvoir avoir une aide financière pour pouvoir partir. On ne peut pas dire aux gens, vous partez parce que c'est trop dangereux. Alors oui, le but, c'est de sauver leur vie. Mais enfin, quand ils ont habité là depuis longtemps, l'aspect social, l'aspect historique, et puis l'aspect malgré tout financier, même si c'est des maisons qui sont régies un petit peu de briques et de broc, si j'ose dire. Donc, il faut trouver un système et le fonds Barnier le permet. C'est ce qui a commencé à être fait. On va passer à la diapositive suivante. Et donc, c'est une grande partie de notre travail aujourd'hui, qui est donc ce fameux fonds Barnier, FPRNM, je rappelle, Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Donc, si une menace grave sur les vies humaines est définie, et qu'évidemment, à une zone où il y a des personnes qui y habitent, on a 3 niveaux et 2 entrées. Ça paraît compliqué, en fait, c'est très simple. Soit vous avez des droits et titres, c'est-à-dire vous avez un terrain qui vous appartient, vous avez un permis de construire. Donc là, la possibilité, elle est au niveau vert, qui est l'expropriation et l'acquisition amiable. Ça, c'est mis en place par le fonds Barnier, utilisé par le fonds Barnier. C'est quoi l'expropriation? Alors ça, c'est ce qu'il faut éviter quand même, c'est que les gens, ils ne veulent absolument pas. Les personnes refusent catégoriquement. Donc, il faut nommer un juge. Ça peut prendre des années, mais ça aboutit, j'allais dire heureusement pour les personnes, finalement, au niveau de leur vie, ça aboutit toujours, ou malheureusement, ça aboutit toujours si elles veulent absolument pas à partir de leur maison. Mais enfin, les menaces graves sur les vies humaines, ce n'est pas quelque chose qui est fait à la légère. C'est un travail conséquent que mènent les BRGM. Et donc, avec nous, c'est vraiment quelque chose de très pointu et qui permet malheureusement d'aboutir à ces conclusions-là. Donc, ces possibilités sont, acquisition amiable, les personnes sont d'accord. Donc, on achète, c'est une expro, vous devez tous connaître ça, il n'y a pas que ces cas-là, mais celui-là est particulier quand même. On achète la maison à une certaine valeur définie par la DGFiP, par le Trésor public, qui vient et ce qu'on appelle France Domaine, qui vient définir la valeur de la maison. Et le fonds permet d'acheter ça, ce qui permet aux gens d'aller ailleurs et de bénéficier quand même. Alors, la valeur de la maison, elle est définie hors risque, évidemment. Sinon, si on prend en compte le risque, la valeur serait nulle. Donc, ce n'est pas l'objectif, c'est que les gens ils partent avec quelque chose de conséquent sur la valeur de leur maison. Et l'expro, les gens ne veulent pas. Donc là, c'est plus long, plus compliqué, mais voilà. Maintenant, les gens qui sont sans droit ni titre, on revient à la loi Letchimy dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sans droit ni titre, vous avez la possibilité d'être indemnisé. Alors, ce n'est pas évidemment le même type d'indemnisation que celui de l'acquisition à l'expro amiable, mais ce qui est normal, parce que je dis ces maisons, souvent, c'est quelques parpaings et un toit de tôle. Pas toujours, mais ça peut l'être. Donc là, quand il n'y a pas de droit et titre, il y a des conditions particulières à respecter quand même. Il faut que la personne soit là depuis une bonne dizaine d'années, qu'il n'y a pas eu d'expulsion ou d'ordonnance d'expulsion par le maire. Donc il y a tout un type de conditions qui sont décrites dans un texte de 2013. Je ne vais pas y
rentrer dans les détails maintenant. Et puis ensuite, on regarde exactement la surface, le nombre de documents, le type d'habitat, l'état, est-ce que c'est insalubre, est-ce que c'est pas insalubre. Tous ces documents-là permettent d'arriver à un mode de calcul précis et qui permet d'estimer la valeur. Le maximum possible pour l'habitation, c'est 40 000 euros. Et le minimum, c'est 1 500. Si la maison est complètement délabrée, que c'est une catastrophe, que le calcul arrive à quasiment zéro, ils auront quand même 1 500 euros. C'est certes pas grand-chose, mais enfin, c'est plus que rien malgré tout. Et 40 000 euros, ce qui permet... Bon, pour la petite histoire, c'est quand même qu'on essaie d'arriver au maximum à chaque fois pour que les gens obtiennent le maximum de possibilités. Donc, ça, c'est une possibilité, c'est ce que nous mettons en place. Aujourd'hui, on est en plein dans ce travail-là sur la commune de Petit-Bourg. Je crois qu'il va y avoir un exposé là-dessus sur Petit-Bourg, donc je ne vais pas faire l'exposé à la place, mais on est là-dessus. On a déjà commencé à indemniser 3-4 personnes. Vous avez pu le voir dans la presse ou à la télé que des gens ont été relogés. En Petit-Bourg, c'est complexe. Il y a aussi une zone insalubre et vous avez en plus pour la grave sur les vies humaines. Donc, on combine les deux et il y a un relogement en plus qui est proposé aux personnes. Et le Fonds Barnier leur permet de prendre en charge ce logement, d'acquérir ce logement sur une durée de 15 ans grâce au dédommagement qu'ils ont sur les maisons qu'ils occupaient. Donc, attention, il y a quand même des conditions, hein, ce n'est pas aussi automatique et facile que ça. Donc, on revient à son analyse coût-bénéfice. Tout à l'heure, il voulait un petit peu expliquer, Iwen. Là, c'est toujours un peu pareil, mais c'est plus lié à la protection. On ne dédommage pas les gens, qu'ils soient avec droit et titre ou sans droit et titre, s'il n'y a pas eu d'estimation du coût de la mise en sécurité. Exemple, on va prendre Petit-Bourg. Il y a une quarantaine d'habitats, il y a plus que ça, mais on va dire il y a une trentaine d'habitats qui sont, par exemple, les chimies, donc maximum 40 000. D'accord, donc ça ne fait pas des grosses sommes. Hein. Et vous avez en face la possibilité de mettre en sécurité la falaise. On regarde le coût. D'accord, le coût, il n'y a pas photo. C'est 13 ou 14 millions, et encore si on y arrive, de mettre en sécurité la falaise. Et en face, vous avez moins d'1 million d'euros. Donc autour d'1 million d'euros, si on ajoute les expros et l'acquisition amiable, allez, 3 millions d'euros. Donc là, ce n'est pas compliqué. 3 versus 12, boum, on met en place ce système-là de prise en charge par le Fonds Barnier. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'il est nécessaire de faire cette étude-là. C'est nécessaire. On ne peut pas déclencher la prise en charge du Fonds Barnier si on n'a pas en face un coût alternatif de mise en sécurité. Et évidemment, ce dossier, puisque la zone ne concerne jamais une seule maison, et puis c'est toujours plus compliqué qu'un individu, une famille, un citoyen se débrouille un peu tout seul avec l'État, même si on est là pour les aider, mais c'est toujours mieux, ça concerne plusieurs maisons, que ce soit la commune qui porte. Donc nous, on fait des conventions avec la commune, on verse des crédits à la commune, on va aussi sur la partie démolition, on verse des crédits de manière importante, le plus importante que l'on peut, pour ça, et la commune ensuite voit avec chaque particulier, d'abord parce que la commune est en lien direct avec ses habitants, il y a l'aspect social qui est extrêmement important. Donc c'est toujours mieux, c'est pas une obligation, mais ça marche beaucoup mieux. L'expérience de ces domaines-là depuis de longues années, que ce soit dans l'Hexagone ou en Outre-mer, le montre. Les dossiers doivent être portés par la commune, c'est bien plus facile, bien plus fluide, bien plus efficace. Attention, et je termine juste là-dessus, je crois qu'il y a encore une dernière diapo après, et j'arrêterai, parce que je crois que je dépasse un petit peu mon temps. Donc, la zone rouge du PPR, je ne sais pas tout à l'heure, n'est pas une zone de menace grave sur les vies humaines. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, je pense qu'à l'avoir à peu près correctement expliqué tout à l'heure, si ce n'est pas le cas, je remets une deuxième tournée, comme on dit. La zone rouge, un PPR, est une zone où un aléa fort menace des enjeux des habitations ou autres et aboutit à un risque fort. D'accord ? Un risque fort, ça veut dire qu'il y a la forte possibilité que inondation arrive là, et vu l'urbanisation et les maisons en place, il est fortement conseillé d'essayer de faire quelques petits travaux d'aménagement pour améliorer la résilience de l'habitation. Mais les vies ne sont pas... Une inondation, elle peut très bien monter dans votre maison de 1 mètre, parce que c'est le maximum qu'on pourra observer grâce au calcul. Bon, je ne dis pas qu'un mètre, c'est pas rien, hein, mais enfin, là, votre vie est peut-être pas directement menacée. Si on sait que l'effondrement de votre maison, c'est exactement un petit bourg, elle est sur une falaise, tout à l'heure, les photos étaient parlantes de Liwen, la falaise va s'écrouler, on le sait, on ne sait pas quand exactement, mais on sait qu'elle va s'écrouler, la maison, elle est à 1 mètre de la falaise, là, c'est votre vie qui est en jeu. Donc ça, il faut le définir. Donc une zone rouge, on n'a pas le droit de construire, mais on peut continuer à y vivre. Par contre, une menace grave sur les vies humaines, c'est du rouge plus. D'accord ? Donc, ce n'est pas les PPR qui définissent les menaces graves sur les vies humaines. Par contre, le travail de cartographie des menaces graves sur les vies humaines s'appuie sur les données qu'on a utilisées pour le PPR.
Et c'est là où aujourd'hui, où le travail que fait le BRGM avec l'agence et nous-mêmes sur cette définition des zones graves sur les vies humaines, il est porté par des études et des connaissances très récentes, chose qui n'était pas tout à fait le cas des PPR à l'époque. Donc, on n'aura malheureusement pas toujours une superposition, on n'aura pas une zone rouge foncée dans la zone rouge du PPR. On peut avoir malheureusement, bizarrement, plus de surface sur la zone grave sur les vies humaines parce que les données sont supérieures et montrent que c'est bien pire que ce qu'on imaginait, ou au contraire, c'est plus cool que ce qu'on imaginait. Donc attention, il ne faut pas mélanger les deux, d'accord? La zone rouge, votre PPR, ça ne veut pas dire que vous allez être expulsé demain. Vous êtes en zone rouge, vous ne pouvez pas construire une autre maison sur votre terrain, mais vous n'allez pas, vous risquez pas de perdre votre vie. Et voilà. Donc, la définition, c'est la fin. Qu'est-ce que c'est finalement un risque naturel grave et prévisible? Donc, il faut que ce risque soit prévisible. C'est pour ça que je vous disais que l'aspect sismique et dans une moindre mesure l'aspect volcanique n'est pas vraiment tout à fait concerné par ça, même si on peut faire des plans de prévention des zones sismiques, des risques sismiques, faire la parenthèse. Et donc, il est prévisible lorsqu'il suffit d'intervenir à l'échelle humaine et qu'on peut quand même plus facilement le caractériser en temporalité, je veux dire, comme un cyclone, comme une inondation par rapport au pluies. Et il est grave lorsque ça porte un caractère dangereux et que ça peut porter atteinte directement à l'homme avec des conséquences totalement irréversibles. Donc, ça correspond à une menace qui est induite par un phénomène naturel connu, très intense et qui a des conséquences sur la vie humaine. Dernière diapo, c'était la dernière, je crois. Voilà.